Au départ, pour moi, l'Indonésie, c'était d'abord des noms d'îles qui me faisaient rêver. Java, Bornéo, Bali, les Célèbes, Sumatra. Mais avant de parvenir en Indonésie, je fis d'abord étape à Singapour. Ma première promenade sera pour le quartier indien de Singapour, Little India. C'est au gouverneur anglais Raffles, qui créa la ville de Singapour au XIXe siècle, que l'on doit le jardin botanique. Le jardin botanique s'étend sur une cinquantaine d'hectares au cœur de la ville. L'une de ses particularités, c'est son programme de culture d'orchidées, qui depuis 1928 a déjà produit plus de 2000 hybrides. Outre les orchidées, on peut également admirer de belles espèces d'héliconia. Longue de 3 km, Orchard Road est l'artère commerçante la plus célèbre de Singapour. Indépendante depuis 1965, la ville-État de Singapour compte 4 millions d'habitants sur ses 650 km². De retour à l'aéroport de Singapour pour prendre l'avion en direction de la partie malaise de l'île de Bornéo qui s'appelle le Sarawak. La capitale du Sarawak s'appelle Kuching. À l'échelle de l'Asie, c'est une petite ville, 150 000 habitants, et c'est le principal port sur la côte ouest de Bornéo. On en admire les alentours du haut de la tour du Civic Center. Surplombant la grande mosquée, le musée du chat. La ville a cette particularité d'avoir un musée dédié à cet animal, car Kuching en malais signifie le chat. À Kuching, on peut aussi visiter le musée municipal qui contient des collections d'objets traditionnels des cultures du Sarawak. Kuching est un port de pêche fluvial puisqu'il a été construit sur les rives de la Sarawak, une rivière qui se jette dans la mer de Chine à une trentaine de kilomètres de Kuching. Sur l'autre rive de la Sarawak, l'ancienne maison du gouverneur.
Et pas très loin de ces bateaux de pêche, bien entendu, le marché aux poissons. Ce portique marque l'entrée du quartier indien de Kuching. En face, le temple sikh, religion qui mélange hindouisme et islamisme. Un peu plus loin, la grande mosquée de Kuching. Sur leur barque, les passeurs permettent de faire la traversée d'une rive à l'autre de la Sarawak. Sans doute en prévision d'une course, une pirogue à l'entraînement, très impressionnante avec environ 25 rameurs à son bord. Le lendemain matin, une longue route de 250 km nous conduit au sud de Kuching vers le territoire des Dayak. En route, on fera étape sur un marché. Après les 250 km de route, il reste encore à remonter la rivière Skrang en pirogue pour atteindre le pays des Dayak. Le trajet durera environ 3 quarts d'heure.
Une longhouse est réservée aux invités. La grande pièce communautaire sert de salle à manger et les couchages où chacun s'installe sous les moustiquaires. En fin d'après-midi, l'école est déserte car les enfants sont en train de jouer dans la rivière Skrang. La longhouse est l'habitation traditionnelle des Dayaks. Elle accueille jusqu'à une cinquantaine de familles et les plus longues des longhouses peuvent dépasser les 150 mètres. Le chef du village nous permettra de visiter son propre appartement dans la longhouse. La télévision est arrivée chez les Dayaks et avec elle la notoriété des footballeurs. On trouve encore des traces de l'époque où les Dayaks étaient des coupeurs de tête, une tête de singe et quelques crânes humains. This fish once a week. Fish once a week. Still very strong. He said people seem not believe. Yes, But sure. he is 80. Only the teeth cannot strong. Ces arbustes en hauteur, ce sont des poivriers. Et un peu plus loin, on retrouve les grains de poivre qui sèchent au soleil.
Quelques planches de bois, on commence la construction d'une pirogue. Le soir, dans la Longhouse, nous assisterons à un spectacle de danse traditionnelle Dayak et on dégustera également le tuak, du vin de palme. Le lendemain matin, la nuit a été courte, la jungle est sonore et il a plu sans discontinuer. La pluie qui n'a cessé de tomber a fait monter la rivière de plusieurs mètres et en revoyant les images de la veille, on s'aperçoit que la rive a disparu. La redescente de la Skrang sera plus rapide, mais aussi plus dangereuse, à cause des morceaux de bois emportés par la crue. À Bornéo, on rencontre différentes espèces de plantes carnivores, comme ici les népenthes, dans lesquelles les insectes finissent par tomber, puis sont absorbés dans une sorte de liquide digestif. Autre curiosité, cette plante qui se referme impitoyablement au moindre effleurement.
De retour à l'aéroport de Kuching, d'où nous allons quitter Bornéo et la Malaisie pour rejoindre Sumatra et l'Indonésie. À Medan, capitale du Nord Sumatra, le palais Memun. Ce palais était construit à la fin du XIXe siècle par un sultan qui avait fait fortune dans les plantations de tabac. À quelques centaines de mètres de son palais, le sultan avait fait construire en 1906 la grande mosquée de Medan. La visite de Medan sera assez courte et après le déjeuner dans ce drôle de restaurant en forme de bateau, nous prendrons la route en direction du nord vers Bohorok. Pendant des dizaines de kilomètres, le paysage est uniquement constitué de plantations de palmiers à huile. C'est avec le fruit pressé des palmiers à huile que l'on fabrique la margarine et la glycérine. Les bus locaux, qu'on appelle les BEMO, sont toujours extrêmement chargés. Ce gros fruit qui pousse sur le jacquier s'appelle tout simplement le jac. Il est comestible, mais si on ne le cueille pas à maturité, il peut atteindre jusqu'à 30 kg. Ce fruit est plus reconnaissable, c'est la goyave. Ces hauts palmiers s'appellent les aréquiers. Sur l'aréquier pousse la noix de bétel. Cet arbre aux larges feuilles devrait être reconnu par tous les gourmands. Son fruit, la cabosse, renferme en effet les fèves de cacao, et l'arbre s'appelle le cacaoyer. À perte de vue, les plantations de palmiers à huile et à l'entrée du parc national de Gunung Leser, le village de Bukit Lawang. C'est en visitant Bukit Lawang que je me ferai surprendre par une belle averse tropicale. Il est vrai qu'il tombe pas moins de 6 mètres d'eau par an au nord de Sumatra. Le lendemain matin, la pluie a heureusement cessé quand je prends le chemin pour aller visiter le centre de réhabilitation des orang-outans de Bohorok. Et tout d'abord, il s'agit de traverser la rivière Bohorok en pirogue.
cours de la montée vers la plateforme de nourrissage, je croise une famille de macaques. Sur la plateforme de nourrissage, les rangers attendent l'orang-outan. En malais, orang-outan veut dire homme des bois. Deux fois par jour, au menu sur cette plateforme de nourrissage, du lait et des régimes de bananes. Ce matin, c'est une femelle qui porte son petit qui est venue se nourrir. Le centre de réhabilitation des orang-outans de Bohoruc a été créé par le WWF et le Zoo de Francfort en 1973. L'objectif de ce centre, c'est de rendre à la vie sauvage des orang-outans qui auparavant vivaient en captivité. À leur arrivée, les orang-outans sont d'abord placés en quarantaine pendant plusieurs mois. Ceci pour éviter de contaminer les animaux dans la jungle. C'est à l'issue de la période de quarantaine que l'orang-outan sera rendu à la jungle. Au début, il viendra se nourrir à la plateforme de nourrissage. Il faudra plusieurs mois pour que, ayant réappris à se nourrir seul dans la jungle, l'animal soit réhabilité à la vie sauvage. Le centre de Bohoruc réhabilite une dizaine d'orang-outans par an. Il faut savoir qu'en moyenne, une femelle orang-outan n'a un petit que tous les 6 ans. À Bohoruc, le public n'est admis que 2 fois par jour, pendant les séances de nourrissage qui durent environ 1 heure. Le reste du temps, le parc appartient aux animaux. Les orang-outans sont les principales victimes de la déforestation de la forêt indonésienne. Et aujourd'hui, il ne reste qu'environ 2000 orang-outans à Sumatra et à peu près 3000 à Bornéo.
C'est sur le chemin de la redescente qu'on croisera de très près une autre femelle orang-outan, également accompagnée de son petit. Voilà, Babi. Pour ces animaux, il faudra encore du temps avant la réhabilitation. Ça dure parfois jusqu'à 2 ans. Oh, Babi. Oh, Babi. Bébé. Et de retour à l'entrée du parc, on retrouvera quelques jeunes orang-outans, encore en période de quarantaine. Et pour eux, la réhabilitation n'est pas pour tout de suite. La ligue, En redescendant vers le village de Bukit Lawang, on traverse la rivière Boorok. Notre bus prendra beaucoup de précautions avant de traverser ce pont de bois où la veille au soir, un camion était resté bloqué. Sur les troncs des EVA, des demi-coques en plastique remplacent désormais la noix de coco pour recueillir le latex. C'est-à-dire qu'il est comme ça, avant que les planches Après quelques heures de route vers le sud, environ 200 km de Medan, nous sommes arrivés sur les rives du lac Toba. Dans la petite ville de Prapat, nous avons été accueillis par des champs-bataques.
Au matin, le temps est superbe sur l'hôtel Niagara de Prapat, qui surplombe le lac Toba. Le lac Toba est né il y a 75 000 ans de l'explosion d'un volcan qui a laissé cette immense mer intérieure d'une centaine de kilomètres de long, d'une trentaine de kilomètres de large, avec en son milieu l'île de Samosir. Le lac Toba est au cœur du pays Batak. Les Bataks sont la principale communauté chrétienne de Sumatra. Ils sont arrivés au lac Toba au VIe siècle. Et nous allons accoster tout d'abord à Tomok. À Tomok, on peut voir quelques sépultures, donc comme ici celle de Seributu, qui était le premier roi du village au XVIIe siècle. Cette femme accroupie porte sur sa tête une coupe à macroute. C'était le symbole des jeunes filles non mariées, et elle chevauche le sarcophage du petit-fils du roi Seributu, qu'il avait délaissé pour aller à la guerre. Au pied du banyan, les tombes des soldats de Seributu. Un peu plus loin, dans le style des maisons de Sumatra, la tombe d'un des derniers descendants de la lignée des rois de Tomok. Formant un cercle, ces statues de pierre, assez récentes puisque datant du début du XXe siècle, nous montrent le roi de Tomok et sa cour en train d'écouter un concert de musiciens. Avec son toit en forme de corne de buffle, la maison traditionnelle en pays Batak. Retour vers le lac pour quelques kilomètres en direction d'Ambarita. Ambarita a conservé ses maisons traditionnelles et même si inhabitées, elles permettent de se rendre compte de ce qu'était l'habitat des Bataks. Ce personnage n'avait pas un sort enviable puisqu'il figure un prisonnier. La prison se situait juste sous le balcon du roi d'Ambarita.
devant la maison du roi, sous le banyan traditionnel, la place de Justice, où sont rassemblés des sièges de pierre provenant de différents villages de l'île. Alors à ce jour-là, le chef du village prie. L'agencement de ces murs de pierre m'a fait penser à ces citadelles incas dont on est pourtant bien loin. Nous allons quitter le lac Toba, remonter vers Medan pour aller prendre l'avion en direction de Makassar. Rebaptisée Ujung Pandang à l'indépendance de l'Indonésie, la capitale des Célèbes venait de retrouver son ancien nom de Makassar. À l'arrivée à Makassar, l'avion survole d'immenses parcs à crevettes. À quelques kilomètres au nord de Makassar, le vieux port de Paotere, qui est très actif puisqu'on y voit les goélettes des Bugis. Les Bugis, ce sont les musulmans qui sont majoritaires au sud des Célèbes et qui sont depuis des siècles un peuple de navigateurs qui commercent avec les autres îles de l'archipel indonésien. Makassar va rester une étape et de là on reprend la route vers le nord en direction du pays Toraja dont la capitale s'appelle Rantepao. Sur la rivière flottent de longues tiges de bambou. Le bambou, c'est le matériau à tout faire dans toute l'Asie du Sud-Est. Les canards sont mis à contribution pour entretenir les rizières. Partout en Indonésie, le moindre village a son école. Une école qui pourtant n'est ni gratuite ni obligatoire. Il faut payer pour aller à l'école, payer le coût des uniformes et celui des livres scolaires. C'est à cause du coût des études que petit à petit les effectifs des classes se réduisent et à la fin de la scolarité, seule une minorité nantie peut parvenir à l'université. En croisant quelques femmes en tenue de cérémonie, nous sommes arrêtés et c'est ainsi que nous avons été invités à partager pour quelques instants un repas de mariage musulman.
Progressivement, le relief se fait un peu plus accidenté et ces premières montagnes marquent l'entrée du pays Toraja. À l'origine, les Torajas sont des marins chrétiens animistes. Ils ont fui les côtes des Célèbes pour remonter vers la montagne lors de la vague d'islamisation au XVIIe siècle. Au marché de Bolu, à quelques kilomètres de Rantepao, chaque vendeur vante les mérites de son buffle. Ils ont été bichonnés, pansés, soignés. Le buffle est un animal fondamental dans la culture Toraja. Un peu plus loin, ficelés sur des tiges de bambou pour pouvoir être emportés plus facilement, ce sont les cochons qui attendent de trouver acquéreur. Et le sort d'un cochon, c'est parfois, comme ici, de servir d'offrande lors d'une cérémonie funéraire. Les funérailles sont l'aboutissement suprême dans la vie d'un Toraja. C'est la raison pour laquelle elles peuvent intervenir plusieurs mois, voire plusieurs années après le décès, le temps de réunir l'argent nécessaire à l'organisation de fêtes fastueuses. Sur la plateforme où repose un cercueil cylindrique, la tapisserie représentant la scène vient rappeler que les Torajas sont des chrétiens. La famille du défunt se rend à la rencontre des invités qui arrivent progressivement par clan. Un nouveau groupe d'invités arrive à la cérémonie. Les hommes précèdent les femmes. Ils apportent avec eux des présents. Ça peut être du tuak, c'est-à-dire du vin de palme, ou bien un porc ou un buffle. Et la famille du défunt gardera en mémoire ses dettes pour rendre l'appareil à la première occasion. Au centre, 2 jeunes présentent les buffles offerts par ce groupe d'invités. Le buffle, ça peut être aussi un compagnon de jeu pour les enfants. Un autre jour et une autre cérémonie funéraire avec la phase point d'orgue des funérailles, le sacrifice des buffles. Au pays Toraja, les cérémonies funéraires durent en règle générale entre 1 et 7 jours. À sa mort, le défunt a été embaumé, ce qui permettra d'attendre de réunir l'argent nécessaire à l'organisation des cérémonies. Pendant cette période, le mort est gardé par sa famille. En fait, il est considéré comme un malade, c'est-à-dire qu'on lui parle, on le veille, on lui apporte de la nourriture, et ce n'est qu'après la cérémonie des funérailles qu'il sera considéré comme un défunt. Les pavillons de bambou sont construits pour le seul usage de la cérémonie funéraire. Chacun s'y voit attribuer une place en fonction de son rang social.
makan tradisional. On laisse le pavillon des jeunes plutôt joyeux pour celui des joueurs de domino. On découpe dans le bambou les bâtonnets qui serviront à miser. Le buffle est considéré comme un ancêtre de l'homme et à ce titre l'intermédiaire privilégié entre le monde des vivants et celui des morts. C'est la raison pour laquelle plusieurs animaux seront sacrifiés pour permettre à l'âme du mort de s'échapper vers le lointain Pouya, c'est-à-dire le royaume des morts. Une fois le buffle dépecé, la tête revient à l'habitation du défunt et le foie à sa maison natale. On peut voir de drôles de fruits dans les arbres du pays Toraja. En fait, il s'agit de chauves-souris. Ce sont des roussettes et nous sommes à l'entrée du village de Nangala. La pile des chauves-souris pour les enfants qui souffrent de la suie. L'habitation traditionnelle en pays Toraja s'appelle le Tonkonan. Certains lui attribuent une forme de coque de navire. D'autres pensent que cela rappelle la forme des cornes de buffle. Le corps d'habitation du Tonkonan se divise en général en 3 petites pièces très exiguës, sombres, et aujourd'hui les Toraja ont tendance à lui préférer le confort de maisons plus modernes. Mais par-dessus tout, le Tonkonan reste le siège du groupe familial et il en constitue le noyau, là où se rassemble toute la famille lors des grandes fêtes, des grands événements et pour les funérailles. Et pour rester dans les sourires, ce soir-là, avec Gérard, l'un de mes compagnons de voyage, nous avons décidé de rentrer à l'hôtel en Bétchak. C'est Virac, c'est Virac, c'est Virac. C'est le Tour de France. C'est quand même autre chose qu'une chope de bière à filmer. Ah, je vais y avoir droit là.
Ouais, ouais, c'est le tour d'honneur. Arrivé. Ah, je vous présente mon chauffeur. Bravo.